Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Bonjour et bienvenue dans les hors-séries artistiques du podcast La nymphe et la sorcière, où je vous fais rencontrer non des chercheuses ou des historiennes, mais des artistes qui continuent d'interpréter et de faire vivre les femmes et les mythes de l'Antiquité. Dans cet épisode, je reçois Lou Luby, scénariste et dessinatrice de bande dessinée. Lou est l'autrice de 12 ouvrages, romans graphiques et bandes dessinées. Originaire de La Réunion, elle publie son premier roman à l'âge de 18 ans, avant de s'orienter vers la bande dessinée. C'est son album intitulé Goupil-ou-Face, BD de vulgarisation sur la bipolarité, qui l'a fait connaître en métropole. Depuis, Lou traite de sujets variés comme les relations LGBT, la fille dans l'écran, les angoisses, l'homme de la situation, les contes de fées, et à la fin il meurt, les surdoués, comme un oiseau dans un bocal, et la place des cheveux crépus dans la société, Racine. Sa dernière bande dessinée, Eurydice, paraît en octobre 2024 et propose une réécriture autour d'Eurydice, cette nymphe des arbres qui fut la compagne du poète et musicien Orphée, qui mourut mordue par un serpent alors qu'elle tentait d'échapper à un viol par Aristée le jour de son mariage, et qu'Orphée tenta, mais échoua, à ramener des enfers. Désormais, l'action de cette réécriture est située dans une cité de papier au milieu du désert, où habite Orphée, et surtout où habiteraient les dieux de l'Olympe, ce qui attire moult pèlerinages et cortèges, parmi lesquels, dans la suite du prince Aristée, nous retrouvons Eurydice. Attention, pour celles et ceux qui comptaient lire la bande dessinée dans les jours à venir, il s'agit d'une analyse critique d'une œuvre en compagnie de son autrice, donc il y a forcément quelques spoilers, même si cela ne vous empêchera pas d'apprécier ni l'histoire, ni les illustrations dues à Solène Guivre. Dans cet épisode, nous avons donc parlé d'Eurydice. Nous avons parlé du mythe d'Eurydice et Orphée, du dieu Hadès, de la muse Calliope, et d'un autre mythe que tisse Lou Luby dans celui-ci, celle du sculpteur Pygmalion et de sa statue vivante Galatée. Nous avons également discuté d'Eurydice comme un objet passif, un objet de désir, puis un objet de quête, et des échos contemporains que peut avoir ce mythe, des thèmes du consentement, du suicide et de la fin de vie. Enfin, nous avons parlé du travail derrière cet ouvrage, des inspirations tant dans le scénario que dans les dessins, de mêler mythe et imagination, et du statut des artistes, des muses d'hier aux autrices d'aujourd'hui. Un grand merci à la bibliothèque de Vincennes de nous avoir accueillis pour cet enregistrement, et je vous invite sans plus attendre à rejoindre ma conversation avec Lou Luby au sujet d'Eurydice. Bonjour Lou. Bonjour Servane. Bienvenue dans La nymphe et la sorcière. Donc aujourd'hui on est ici pour parler de ta bande dessinée Eurydice, où tu as fait le scénario et le storyboard avec les dessins de Solène Guivre. Alors avant de s'intéresser à ton travail, moi je voulais peut-être juste qu'on représente Eurydice pour celles et ceux qui ne sont pas familières de ce personnage. Qui est Eurydice dans l'Antiquité grecque ? Alors Eurydice, c'est une nymphe qui est l'épouse d'Orphée. Elle est principalement des filles comme ça, elle a pas de backstory à elle particulièrement fouillée. Et Orphée, lui, est un musicien au talent divin, donc qui est le fils de la muse Calliope, une des 9 muses. Et en fait, son chant est magnifique et avec sa lyre, il peut charmer les animaux, émouvoir les objets inanimés. Voilà, il a vraiment un talent qui lui vient de ses ascendances divines. Et donc ce bel Orphée épouse la nymphe Eurydice, et le jour de leurs noces, Eurydice est poursuivie par un prétendant avec des grands guillemets, qui est en fait un agresseur sexuel, qui s'appelle Aristée, qui est un dieu mineur de l'agriculture, et en s'enfuyant pour lui échapper, ou pour échapper à un viol, elle marche sur un serpent qui était caché dans des fourrés, et elle meurt. On adore les histoires où les gens meurent. Et donc Orphée est inconsolable de ce décès de sa femme et décide d'aller la chercher aux enfers. Et donc pour ça, il descend avec sa lyre, il charme Charon, le passeur, qui lui fait traverser le Styx. Il charme Cerbère, le fameux chien à 3 têtes qu'on connaît parce qu'il est repris dans moult et moult œuvres, notamment Harry Potter.
en l'endormant avec sa lyre. Il arrive en bas, il rencontre Hadès, donc le dieu des enfers, du royaume des morts plutôt, et son épouse Perséphone, la déesse. Et en fait, avec son chant, il arrive à les émouvoir. Perséphone intercède auprès de son mari et le convainc de laisser repartir Orphée. Hadès accepte, à la condition qu'Orphée ne se retourne pas pour regarder Eurydice. Il doit attendre que tous les deux soient retournés dans le soleil pour pouvoir la regarder. Et évidemment, Orphée, ce gros malin, se retourne, alors que lui-même est dans le soleil mais qu'Eurydice est toujours dans l'ombre. On sait pas vraiment pourquoi, les raisons dépendent des versions. Parfois on entend que c'est parce qu'il est inquiet de ne plus entendre les pas d'Eurydice derrière lui, donc il se retourne pour vérifier si elle est toujours là. Et donc c'est perdu, et elle retourne aux enfers pour toujours. Ils appellent Eurydice. Elle était là, parmi les ombres nouvelles, et d'un pas ralenti par sa blessure, elle s'avance. Ils la retrouvent, mais c'est à une condition. Le chantre ne doit jeter les yeux derrière lui qu'au sortir des vallées de l'Averne. Sinon, la grâce sera révoquée. Ils suivent, au milieu d'un morne silence, un sentier raide, escarpé, ténébreux, noyé d'épaisses vapeurs. Ils n'étaient pas éloignés du but, ils touchaient à la surface de la terre, lorsque, tremblant qu'elle n'échappe, inquiet, impatient de la voir, Orphée tourne la tête. Soudain, elle est rentraînée dans l'abîme. Il lui tend les bras, il cherche son étreinte, il veut la saisir. Elle s'évanouit, et l'infortunée n'embrasse que son ombre. C'en est fait. Elle meurt pour la seconde fois. Mais elle ne se plaint pas de son époux. De quoi se plaindrait-elle ? Il l'aimait. Adieu. Ce fut le dernier adieu, et à peine parvint-il aux oreilles d'Orphée, déjà l'enfer avait reconquis sa proie. Ovide, Les Métamorphoses, livre 10. Et voilà. Et alors Orphée ressort de cette tragédie absolument dévastée, et les Ménades, donc qui sont les suivantes du dieu Dionysos, essayent de le séduire, et lui, qui a le cœur toujours épris de sa défunte femme, repousse leurs avances, ce qui les rend absolument furieuses, et donc elles le mettent en pièces et le tuent, et on dit que sa tête continue de chanter, donc elle descend un fleuve en continuant à chanter, et on a une très belle peinture d'une jeune fille thrace tenant dans ses mains la tête d'Orphée qui continue de chanter. Voilà. Ceci mis à part, Orphée fait aussi partie des aventuriers, les Argonautes, donc qui prennent place à bord de l'Argo pour la quête de Jason de la Toison d'Or. Et pour terminer sur le destin des personnages secondaires, ce charmant Aristée, donc qui est la cause de la mort d'Eurydice qu'il a essayé d'agresser sexuellement, est bien puni puisque les nymphes font mourir toutes ces abeilles, ce qui est un châtiment à la juste mesure d'avoir provoqué la mort d'une femme en cherchant à la violer. Donc il est très très triste, et finalement il se repent, je crois qu'il fait quelques sacrifices, et puis on lui dit ok c'est bon, on te rend tes abeilles, voilà. Heureusement pour lui tout va bien. Donc voilà, de la bonne tragédie grecque comme on les aime. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce mythe ? Qu'est-ce qui t'a plu à l'origine ? Alors faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur cette BD Eurydice, j'avais 17 ans. Et j'étais juste une ado passionnée de mythes, de contes, d'histoires en général. Je baignais vraiment là-dedans. Et j'avais aussi ce côté très dark des ados mélancoliques. Je pense que j'étais une ado un peu sombre, j'avais un rapport à la mort un peu fasciné. Et donc j'adorais qu'elle meure à la fin. Et depuis toute petite, en fait, ce mythe m'avait plu, mais depuis bien avant. Je me rappelle avoir demandé à ma mère, toute petite, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut vraiment descendre au royaume des morts ? Parce que j'étais à un moment de ma vie où je faisais pas encore bien la distinction, et vu que c'est un mythe, c'est pas une histoire, à la base c'est une religion, donc si on croit à la religion catholique ou musulmane, pourquoi est-ce qu'on croirait pas à la religion grecque ? Ça me semblait équivalent dans mon esprit de petite fille, j'étais pas bien sûre de ce qui était vrai ou pas, et donc ça me rendait très curieuse de savoir si on pouvait effectivement descendre aux enfers. Et donc tu as écrit cette histoire à 17 ans avant de finalement lui donner sa forme actuelle quelques années plus tard. Elle a continué de te travailler, de te hanter, de te... Ouais, alors quelques années, on parle de 17 ans quand même, parce qu'aujourd'hui j'ai le double.
Alors, je l'ai pas mise en pause pendant 17 ans. Hein. En fait, c'est un projet que je mène depuis tout ce temps-là. Donc, quand j'avais 17 ans, j'avais fait 2 pages de BD. Je savais pas bien dessiner à cette époque, donc c'était pas si mal. En vrai, c'était pas si mal que ça. Je suis assez fière de ce que j'avais fait à l'époque, mais bon, c'était clairement pas d'un niveau publiable. Ensuite, quelques années après, j'ai rencontré un jeune homme. Il avait 15 ans à cette époque et moi j'en avais 23. Et il avait un talent incroyable pour le dessin. Mon petit Orphée du dessin. On s'est rencontrés via mon forum de dessin qui s'appelle le Forum Dessiné. Et en fait, quand je l'ai vu dessiner, waouh, c'est magnifique, tu veux pas qu'on fasse une BD ensemble? Et donc on avait commencé, il avait fait des recherches et c'est lui en fait qui a apporté pas mal d'éléments, comme le fait que Calliope, donc la sœur d'Orphée dans la bande dessinée, elle est assez ronde, c'est pas une belle femme mince. Il avait aussi commencé à typer Orphée avec la peau plus sombre que ce que moi je pouvais avoir en tête, donc il a vraiment posé certaines bases. Voilà le premier design aussi de Galatée, qui est une sculpture de papier aussi, c'est lui qui l'a posé, donc vraiment ça a été le moment où ce projet a commencé à prendre corps. Et en fait, il avait 15 ans, donc il avait bien autre chose à faire que de la bande dessinée. Hein. Il avait un lycée à mener, un bac à passer, etc. Donc le projet s'est remis en pause. Je l'ai repris quelques années après sous forme de roman. Donc j'avais commencé à l'écrire, mais en fait, je suis pas allée très loin. Parce que il faut savoir que j'ai commencé ma carrière d'autrice en faisant du roman. Voilà. Ensuite, je l'ai repris toute seule. Alors c'était après l'homme de la situation. Donc on était en 2020. Donc en 2020, j'ai repris le projet toute seule, j'ai pas mal bossé, j'avais monté un dossier, et en fait il a été refusé et par les éditeurs et par le CNL qui n'étaient pas convaincus par mon dessin, qui me disaient voilà, que c'était un peu vide au niveau des environnements, et c'est vrai que l'histoire que j'ai écrite, c'est une histoire qui a vraiment un univers très fort, et c'est pas mon point fort, l'univers, moi je suis vraiment sur les personnages. Et donc j'ai lancé une bouteille à la mer, j'ai passé une petite annonce sur Instagram, en disant voilà, j'ai une histoire, je cherche un ou une dessinatrice, même sans expérience, mais juste montrez-moi ce que vous savez faire. J'ai eu peut-être 50, 60 réponses, candidatures, et parmi toutes ces candidatures, il y en avait 3 vraiment bien, et parmi ces 3, il y avait Solène Guivre, donc qui est une jeune dessinatrice de 23 ans, qui sortait d'études à un an près, qui était plutôt dans la peinture, dans l'illustration, jeux de société, jeunesse. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour son travail et on a échangé, elle a fait un test et c'était vraiment super chouette et l'aventure a démarré comme ça. Donc c'est vraiment pas un projet qui est resté en dormance pendant 17 ans, c'est quelque chose qui évolue aussi avec mes centres d'intérêt, avec mes valeurs. Évidemment, tout le côté féministe n'existait pas quand j'avais 17 ans parce que voilà, on n'était pas... En 2006, 2007, on n'était pas féministe. En tout cas, moi, je l'étais pas. Voilà, on était vraiment plus sur quelque chose de mythologique. Il y a vraiment beaucoup de sens que j'ai rajouté au fur et à mesure de mon évolution personnelle et qui fait qu'au final, c'est une œuvre qui est très très dense en termes de symbolique, en termes de combats menés par les différents personnages. Je pense que c'est tout simplement la décantation de 17 ans de réflexion. Rien que ça, donc on va essayer de s'y atteler. Donc tu as gardé comme personnages principaux Orphée et Eurydice. Orphée chante, il a même charme par son chant. Eurydice, qui est ta Eurydice par rapport à l'Eurydice de l'Antiquité, qui est-elle une nymphe des arbres et de la forêt? Alors mon point de départ, c'est que dans le mythe, Eurydice est complètement passive. D'abord, elle est un objet de désir pour Aristée qui la poursuit. Et ensuite, elle a un objet de quête pour Orphée qui va la chercher un peu comme un plombier irait chercher sa princesse des griffes du méchant dinosaure. Et en fait, à aucun moment, elle ne donne son avis. Et elle meurt par la faute de 2 hommes. C'est la première fois parce qu'on a provoqué sa mort, c'est un accident un peu pas très accidentel. Et la deuxième fois parce qu'un homme est trop insouciant pour lui faire confiance jusqu'au bout. Donc voilà, on n'est pas sur un personnage très positif d'un point de vue féministe, ce qui est très souvent le cas dans la mythologie grecque, hein, ils n'étaient pas réputés pour être de grands féministes. Et moi j'ai voulu lui redonner ce pouvoir-là sur son corps, sur son choix, sur sa mort. Alors j'en ai pas fait un personnage
actif, battant, une superwoman empouvoirée, etc. Ça reste un personnage tragique, ça reste un personnage qui meurt, parce que j'ai respecté la fin du mythe, mais c'est elle qui choisit sa propre mort. Alors dans l'histoire se déroule dans une cité de papier au milieu du désert, où prétendument vivent les dieux et les muses, et en fait les pèlerins viennent faire des offrandes aux divinités pour assurer à leurs défunts une bonne place dans l'au-delà. Et donc Eurydice fait partie d'une caravane mortuaire qui accompagne un prince, le prince Aristée, voilà. Et donc il se rend dans cette ville pour rendre hommage au prince défunt, et elle fait partie de la suite du prince. Du coup, il y a plus du tout cette question de nymphe, c'est une mortelle. Le prince aussi, d'ailleurs, n'est plus une divinité, c'est juste un prince étranger. Et alors, dans les inspirations de Solène Guivre au dessin, sur toute la partie Orphée, la ville, on est sur quelque chose très nord-africain, avec des villages troglodytes, etc. Donc on est aussi sur des corps de peau sombre, avec différentes inspirations, différents types de cheveux. On a du bouclé, du frisé, du crépu, on a des tresses. Donc c'est vraiment ancré dans cette culture-là. Et pour Eurydice, on est sur quelque chose de plus asiatique, qui est inspiré de la culture kazakh, où elle voulait vraiment faire une distinction très forte entre la culture d'Orphée, qui est beaucoup sur la pierre et le papier. Quelque chose de très aride. Ils ont vraiment tout la ville de papier, les vêtements sont en papier, la danseuse est en papier, etc. Tandis que chez Eurydice, on est plus sur l'or, les bijoux et les tissus. Donc avec des caravanes, avec des palanquins, quelque chose de plus plus asiatique. Donc on est vraiment sur cette étrangère qui arrive en ville et qu'Orphée va rencontrer par hasard. Donc Orphée, lui, vit avec sa sœur qui s'appelle Calliope, donc ça c'est un second mythe que tu as tressé au premier, et auquel peut-être on s'intéressera ensuite, mais bon, en tout cas, Eurydice fuit la caravane, elle est recueillie par Orphée qui l'accueille, sauf qu'Eurydice veut mourir. Tu l'as dit, toi, ce qui est important, c'est que ton personnage est plus passif, elle fait des choix. Pourquoi ton Eurydice veut mourir? Qu'est-ce qui guide un peu ce personnage à travers ton ouvrage? Alors on va maxi spoiler, donc si vous voulez quitter le podcast, c'est maintenant. En fait, Eurydice, donc dans ma version, j'ai conservé ce côté d'agression sexuelle qui est la dynamique entre Aristée et elle dans le mythe. Et ici, j'ai fait d'Eurydice la concubine du prince. Donc pas son épouse légitime, mais un membre de son harem, ou en tout cas une femme dont il peut disposer librement. Et donc elle subit des viols conjugaux. Et elle choisit de donner la mort à Aristée qui abuse d'elle. Donc c'est elle en fait qui cache un serpent sous ses vêtements, le fameux serpent du mythe. Et en fait ce serpent va mordre Aristée et le tuer. Donc elle se débarrasse comme ça elle-même de son agresseur. Et en fait, au moment où Aristée meurt, Hadès vient chercher l'âme d'Aristée. Donc Hadès, qui pour le coup est une vraie divinité, c'est un personnage titanesque, complètement impassible, qui est vraiment au-dessus des questions des mortels, et qui vit pas du tout dans la cité de papier, parce que c'est complètement bidon. Et en fait, à ce moment-là, elle tombe amoureuse d'Hadès. Et alors, c'est pas un amour naïf, charnel, de jeune fille un peu cœur d'artichaut, c'est symboliquement en fait son amour de la mort. En fait, elle se met à désirer la mort à ce moment-là parce que c'est la seule issue possible à son histoire. Et en fait, Eurydice est déjà morte au début de l'histoire quand Orphée la rencontre. Il la découvre dans le désert, il la guide jusqu'à la cité. Et en fait, il récupère une femme qui est déjà partie et qui cherche le moyen de concrétiser ça symboliquement en essayant de retrouver ce dieu dont elle est amoureuse aux enfers. Donc elle a cette quête-là. Et en fait, elle reprend pouvoir sur la mort, à la fois la mort qu'elle inflige à celui qui lui fait du mal, et la mort qu'elle choisit pour elle-même. Donc on est sur une thématique soit du suicide, soit de la fin de vie assistée. Mais c'est une héroïne tragique, mais qui détermine son propre tragique. Oui, et moi j'ai bien aimé la façon dont justement tu t'empares un peu des grands jalons de la mythologie, tout en créant des interstices. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même des constantes qui sont Orphée est un musicien, Eurydice suit un viol, il y a un serpent qui mord quelqu'un, Eurydice meurt, Orphée va la chercher, elle refuse. Donc t'as un peu toutes ces constantes permanentes, mais tu brodes entre elles. Et donc par exemple ce truc du serpent qui
mord bien quelqu'un, mais c'est plus la victime, c'est l'agresseur. Je trouve ça hyper chouette comme façon de reprendre quelque chose de la mythologie, mais de le twister pour un peu guérir les injustices de ce mythe hyper sexiste et hyper problématique. Tout à fait, mais c'était pas vraiment voulu comme ça, au sens où j'ai pas pris le mythe en disant ouais, vas-y, je vais renverser le truc. Surtout qu'encore une fois, on était en 2006-2007, et j'avais pas le bagage féministe qui me permette d'avoir cette démarche. C'est plus, moi à la base j'étais partie sur Eurydice meurt. Oh. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai eu des idées narratives, j'ai raccroché des petits bouts du mythe parce que je suis juste une grande fan. Par exemple, quand je lui ai créé une sœur qui est danseuse, comment va s'appeler la sœur ? Ah bah si, c'est vrai que dans le mythe d'origine, sa mère c'est une muse qui s'appelle Calliope. Bah du coup, on va dire que la sœur c'est une muse et qu'elle s'appelle Calliope. Sur la mort d'Aristée, c'est un élément qui arrivait très très tard, où je me demandais qu'est-ce qui avait pu pousser Eurydice à choisir la mort. Et je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans le mythe, pourquoi elle meurt? Ah tiens, c'est ce dieu de l'agriculture qui l'agresse. En fait, je pourrais reprendre ça et je pourrais l'intégrer, etc. Donc c'est un puzzle qui s'est vraiment fait petit à petit. Il n'y a pas eu de volonté de réécriture. C'est plus une histoire que j'ai créée parce que ça me faisait plaisir et dans laquelle j'ai inséré des hommages au mythe d'origine. C'est ça, donc t'es pas forcément partie du mythe pour en faire une réécriture, réinterprétation. T'avais ton histoire née quand même de la lecture du mythe et dans laquelle t'as agrégé ici et là des éléments de réponse. Mais il faut bien se dire que ce mythe, il fait partie de moi. Toute petite, je me posais des questions sur la descente aux enfers, donc ce qui donne une idée de l'âge que j'avais. Je me rappelle, j'avais alors ça se faisait beaucoup à l'époque, des éventails, un peu comme les incollables, mais là c'était sur la mythologie, avec plein d'anecdotes sur les dieux, etc. Donc l'histoire, je l'ai pas lue, elle faisait partie de mes connaissances de base, en fait. De la même façon qu'on connaît tous Cendrillon, ben moi je connaissais Orphée et Eurydice. Donc il y a pas eu cette phase de recherche presque académique, de documentation, ça s'est fait, c'était direct, quoi. Alors, étape suivante, et là aussi similaire au mythe d'origine, c'est que Orphée, donc Eurydice, on l'a dit, se laisse mourir à la fois parce qu'en fait c'est un désir de mort et pour officiellement rejoindre Hadès. Orphée va la récupérer. Pourtant, elle a choisi elle-même de mourir. Et moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que dans les réécritures d'Eurydice, de plus en plus, on se pose la question de est-ce qu'elle voulait pas y rester en fait, notamment parce que dans ce mythe, dans ta version du mythe, elle n'aime pas Orphée. Ça, c'est une grosse différence avec l'Antiquité. Eurydice n'est pas amoureuse d'Orphée et elle ne veut pas être récupérée aux enfers. Pourquoi est-ce que toi, tu as fait une Eurydice qui a cherché contre son gré par Orphée aux enfers? À la base, c'est juste méga tragique, et comme je disais, j'étais une adolescente mélancolique à tendance suicidaire, donc moi j'avais pas non plus envie qu'on m'empêche de mourir. Si je décidais de mourir, j'avais envie que ça se passe comme ça. Voilà, c'est mon adolescence tragique. Et oui, en fait, dans le mythe, on peut se demander aussi, est-ce que Eurydice aime Orphée? On n'en sait rien en fait, on sait que Orphée épouse Eurydice. C'est toujours les princes qui épousent les princesses dans les contes, hein. On sait pas si la princesse a envie d'épouser le prince. C'est Orphée qui veut la récupérer, on ne sait pas si elle veut être récupérée, donc en vrai, moi je l'ai un peu plaqué sur ce ressenti-là que j'avais ado, et je me suis dit, non, en fait, elle a pas envie qu'ils viennent la chercher, et ça pose des questions intéressantes. Par exemple, celle du consentement. On a cette scène notamment dans le livre où donc la musique d'Orphée est magnifique et charme tout le monde, y compris Eurydice, et en fait, un jour, il est en train de lui jouer de la lyre, la petite banjo, là, je sais pas, Solène pourrait vous dire quel instrument c'est précisément, parce que tout est très documenté. Moi, j'ai eu une petite guitare. Mais bref, il est en train de lui jouer de la musique, et elle est sous le charme, etc. Et ça les rapproche, et il y a ce moment où il est prêt à l'embrasser, et en fait, elle se recule et lui dit « mais non, en fait ». Et Orphée, c'est un personnage dans la bande dessinée qui est très immature, très idéaliste, et aussi qui a pas conscience de toutes ces questions de réciprocité. En fait, il s'imagine que parce qu'il aime Eurydice, parce qu'il a envie de la sauver, alors forcément elle va l'aimer, elle va être pleine de gratitude. Donc en fait, la question ne lui traverse même pas l'esprit. Est-ce qu'elle m'a demandé de l'aider? Mais c'est je vais l'aider parce que il y avait quelque chose de mal qui est mourir, ce qui généralement est très mal vu voilà, dans l'humanité. Donc il décide d'aller la sauver, mais elle a rien demandé. Et ça pose la question de est-ce que c'est vraiment héroïque si on sauve quelqu'un qui a pas demandé à être sauvé?
Et si l'amour est pas partagé, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Voilà, qui sont des questions qu'on se pose de plus en plus, je pense, où les femmes ont de plus en plus leur mot à dire concernant qui elles vont épouser, voire fréquenter sans épouser. Ouh là là, quelle décadence. Donc voilà, on est sur ces questionnements-là. Ça m'a fait penser, je sais pas si t'as vu la série Netflix Chaos. Absolument. Je crois que c'est la première réécriture que j'ai vue où Eurydice déjà n'aime pas Orphée et surtout ne veut pas être sauvée. Dans cette série, Orphée retire, donc Eurydice meurt, Orphée lui retire la pièce de la bouche, donc il l'interdit de passer le Styx parce qu'il a déjà en tête qu'il va la récupérer, mais donc il la condamne à attendre dans une espèce d'entre-deux dans les enfers. Et donc Eurydice lui en veut beaucoup. Elle s'apprêtait à le quitter, à lui dire qu'elle l'aimait plus, et en plus elle se retrouve coincée dans un entre-deux par sa seule faute. Moi, ça m'a beaucoup rappelé ce scénario. Pourquoi est-ce que parce que t'aimes quelqu'un, tu dois décider à sa place et lui faire subir aussi un sort qu'elle n'a pas choisi du coup. Bien sûr, vraie question. Orphée rencontre donc se rend dans l'au-delà, rencontre Hadès. Dans le mythe, on a aussi Perséphone. Pourquoi est-ce que toi t'as supprimé Perséphone? Parce que j'avais pas beaucoup de pages. Voilà, dans la version avec mon jeune dessinateur talentueux de 15 ans, il y avait eu des croquis de Perséphone parce qu'elle faisait partie du mythe. En fait, je me suis rendu compte que ça n'apportait rien. Et surtout, si on veut développer, non pas une romance, mais en tout cas une fascination romantique de Eurydice pour Hadès, c'est quand même bien que ce soit un homme célibataire. Voilà, sinon ça fait entrer beaucoup de paramètres en jeu. Je voulais aussi mettre en scène un Hadès qui soit vraiment très inhumain. Qui soit au-dessus des problématiques des mortels, et donc qui ne ressent rien. Voilà, il accomplit ses choses de Dieu, donc il n'y a pas de question ni d'être amoureux de Perséphone, ni d'être attendri par le plaidoyer d'Orphée, etc. C'est un Dieu très factuel, très au-dessus de tout ça. Donc on a enlevé Perséphone. D'ailleurs, sur la planche, les paroles d'Hadès sont en police, 150, quand celles d'Orphée sont en police 12. Ça donne vraiment l'impression, effectivement, d'un dieu gigantesque et immuable, là où souvent on les... déjà, on les met à la hauteur des hommes, on les humanise, et ce qui favorise des relations humaines. Et donc, je pense à toutes les romances, Hadès et Perséphone, etc., où Hadès est complètement humanisé. C'est un bel homme sexy et ténébreux, quoi. Il est aussi très sexy dans notre version. Et sexy un peu mastoc, quoi. Exactement, c'est plus une belle statue qu'un humain. Exactement. Ouais. Mais en fait, on voulait vraiment faire la distinction entre les prétendus dieux et déesses qui vivent dans la cité de papier et qui sont incarnés par des acteurs, les muses, donc la sœur d'Orphée, Calliope en fait partie. Et donc pour le coup, eux, ils sont humains, ils ont des failles, voilà, c'est des vrais gens. Et en fait, on voulait opposer ça au réel dieu. Bon, pour l'instant, enfin, en l'occurrence, on n'en voit qu'un seul qui est Hadès, mais on peut supposer qu'il y a tout un panthéon qui existe, et qui est quelque chose de très supérieur aux humains, ou en tout cas dans une autre dimension, dans d'autres préoccupations, ou sans préoccupation peut-être. C'est presque un système, en fait. Hadès incarne la mort en tant que, pas en tant que fatalité parce que Eurydice l'a choisi, mais en tout cas en tant que système inéluctable. On meurt et il vient nous chercher et puis on est mort, voilà. En même temps, c'est quelque chose de très paisible. Solène a représenté les enfers comme un jardin de nuit qui est très beau, avec Hadès qui est sous un kiosque d'os, et on a de belles plantes d'un vert profond. Enfin, c'est vraiment très chouette comme esthétique, et c'est un lieu reposant, en fait. On n'est pas triste pour Eurydice qu'elle se retrouve dans des enfers avec de la lave, avec de la roche un peu gothique, etc. On se dit, bah non, elle est auprès de ce dieu pour qui elle a une fascination morbide, mais très douce. Et elle est dans un endroit très calme. Elle est bien, en fait. Quand Orphée la retrouve, elle est souriante. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu une conception chrétienne et gothique, comme tu dis, d'avoir ces enfers pleins de lave et de torture. Pour les Grecs, on parlait des Champs-Élysées, d'Asphodèle, enfin voilà, c'est des champs de fleurs sur des îles bienheureuses, quoi. Absolument. Et c'est aussi ça, je pense... dans mon rapport à la mort tel que j'ai voulu l'exprimer, que oui, ça peut être quelque chose de doux aussi, même si effectivement la culture judéo-chrétienne sur laquelle est bâti notre socle culturel ne le présente pas du tout comme ça, où le suicide par exemple c'est quelque chose de très grave, et on peut être excommunié pour ça, donc on n'est pas du tout dans cette notion d'acceptation, de douceur et de bien-être au final dans une mort qui est salvatrice.
Alors, si on continue d'avancer, donc Orphée récupère quand même Eurydice auprès d'Hadès. Eurydice le suit ou elle est emportée. Là, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Moi, je t'avoue que j'ai pas vraiment su si elle était consentante dans ce départ ou si finalement, vu qu'elle est un peu une sorte de fantôme, elle est translucide, est-ce qu'il la prend de force? Oui, elle est très passive. Ouais. Déjà, on voit dans les premières images qu'elle est endormie. Il la soulève dans ses bras, il la présente à Hadès en disant « Elle est partie trop tôt, il faut me la rendre, c'est injuste ». Orphée chante. Ô divinité de ce monde souterrain, où retombe tout ce qui naît pour mourir. Souffrez que, laissant les détours d'une éloquence artificieuse, je parle avec sincérité. Non, ce n'est pas pour voir le ténébreux Tartare que je suis descendu sur ses bords. Non, ce n'est pas pour enchaîner le monstre dont la triple tête se hérisse des serpents de Méduse. Ce qui m'attire, c'est mon épouse. Une vipère que son pied foula par malheur répandit dans ses veines un poison subtil, et ses belles années furent arrêtées dans leur cours. J'ai voulu me résigner à ma perte. Je l'ai tenté, je ne le nierai pas. Mais l'amour a triomphé. L'amour, il est bien connu dans les régions supérieures. L'est-il de même ici? Je l'ignore. Mais ici même, je le crois honoré. Et si la tradition de cet antique enlèvement n'est pas une fable, vous aussi, l'amour a formé vos nœuds. Oh, par ces lieux pleins de terreur, par ce chaos immense, par ce vaste et silencieux royaume, mon Eurydice, de grâce, renouez ces jours trop tôt brisés. Tous, nous vous devons tribut. Après une courte halte, un peu plus tôt, un peu plus tard, nous nous empressons vers le même terme. C'est ici que nous tendons tous. Voici notre dernière demeure et vous tenez le genre humain sous votre éternel empire. Elle aussi, quand le progrès des ans aura mûri sa beauté, elle aussi pourra subir vos lois. Qu'elle vive, c'est la seule faveur que je demande. Ah, si les destins me refusent la grâce d'une épouse, je l'ai juré, je ne veux pas revoir la lumière. Réjouissez-vous de frapper 2 victimes. Orphée, dans les Métamorphoses d'Ovide, livre 10. Et en fait, ensuite, il la traîne derrière lui, elle dort, elle a les yeux fermés. Alors, on la voit pas, justement, parce qu'on voulait mettre en scène dans la bande dessinée le fait qu'il faut pas la regarder en remontant. Donc, effectivement, on a toute la séquence où il remonte des enfers. On voit juste sa main, le qu'Orphée tient, et elle qui marche derrière Orphée. Mais en fait, elle est endormie. Et petit à petit, elle se réveille, donc on a seulement sa voix qui bégaye, qui dit « Oh, Orphée !» parce que ça peine à sortir, parce qu'elle est en train d'émerger de ce sommeil-là. Et en fait, dès qu'elle retrouve sa clarté d'esprit et son libre arbitre, parce qu'elle se rapproche de la vie, donc elle reprend un peu corps, c'est là qu'elle décide de tromper Orphée. Pour rester aux enfers, en fait, elle l'appelle en lui disant « Regarde-moi, je suis sortie », alors qu'en fait, elle est pas du tout sortie. Et qu'elle fait exprès de rester dans l'ombre pour qu'il la perde et pour qu'elle puisse retourner aux enfers définitivement. Donc là aussi, variation par rapport au mythe, là aussi elle retrouve de l'agentivité, seconde fois qu'elle choisit la mort et seconde fois qu'elle est actrice cette fois-ci, donc c'est pas Orphée qui faute, c'est elle qui le force à accepter sa volonté, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Il y en a marre, hein, des hommes qui décident. Donc il faut s'y prendre à 2 fois pour leur dire quand même. Si seulement c'était 2. Et donc étape finale, Orphée sort, là aussi comme dans le mythe, Orphée dévasté, qui finit là aussi par mourir. C'est vrai que dans le mythe originel, il meurt déchiqueté par ces déesses qui sont dans la suite de Dionysos. Là, il meurt déchiqueté par Galatée, justement, autre mythe que tu as entrelacé à celui-ci. Oui, parce que c'était un peu compliqué de rajouter des personnages. On avait ce personnage très inhumain. Je sais pas si c'est le moment de parler un peu de Galatée, on va y venir plus tard peut-être, mais on avait ce personnage inhumain. Alors dans le mythe d'origine, c'est la folie qui pousse ces femmes à tuer Orphée parce qu'elles sont rendues ivres et folles dans la suite de Dionysos. Et donc ici, on a non pas la folie, mais quelque chose de très clinique, de très froid, où elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est presque un robot en fait, ce personnage. Et du coup elle le tue, voilà, par dépit. Voilà, si personne ne peut l'avoir, et ben personne l'aura. Enfin, si moi je peux pas l'avoir, alors personne l'aura, c'est plus ça. J'avais tenté de faire un peu une liste des invariants par rapport au mythe d'origine et des différences surtout. Donc pour moi, on a un peu retracé les grandes étapes où t'as repris des éléments du mythe, donc le chant, la fuite du viol, le serpent,
la mort, les enfers et le fait qu'à la fin Orphée meurt. Et pour moi les différences, donc voilà, c'est Eurydice déjà, elle aime pas Orphée, même si on peut questionner même ça dans l'Antiquité, elle aime Hadès. Eurydice meurt pas piquée par un serpent, mais elle choisit elle-même la mort et une forme de suicide long en se laissant un peu dépérir. Et le serpent ne pique pas la victime mais le violeur. Pour moi c'est un peu les grands jalons qui font aussi qu'Eurydice est à nouveau empouvoirée, même si toi tu dis que tu l'as pas forcément conçue comme étant féministe dès l'origine, c'est des choses que t'as greffées au fur et à mesure. Tout à fait. Ouais. Pourtant toutes ces différences avec le mythe d'origine, c'est des différences qui redonnent du pouvoir à Eurydice. Tout à fait. Après il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Exactement. La place des artistes par exemple, qui est aussi quelque chose qui m'aurait pas effleuré l'esprit en 2007 et qui est devenu quelque chose, une préoccupation actuelle pour moi, étant moi-même artiste-autrice, et que j'ai fait passer via le personnage de Calliope. Exactement, donc parce que tu as tissé un second mythe dans celui-ci qui est celui de Pygmalion et Galatée. Alors là aussi, avant d'aborder ta version, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler en quoi consiste ce mythe dans l'Antiquité ? Bien sûr, alors Pygmalion c'est un sculpteur, un gros incel. C'est un mec qui en a marre des femmes, qui pense qu'elles sont trop frivoles, trop impures, enfin bref, il n'aime pas les femmes. Et du coup il décide de s'en sculpter une. Et donc dans le marbre, il sculpte Galatée, qui est la femme parfaite, aux mensurations parfaites. Et en fait, il tombe amoureux de sa propre création. Et il demande à la déesse Vénus de lui donner vie. Et Vénus décide que c'est une bonne idée de donner à cet homme la femme sur mesure qu'il s'est créée lui-même. Et donc elle donne vie à la statue, et Galatée devient l'épouse de Pygmalion, ils ont des enfants, et tout se termine bien. Voilà. Et alors c'est pas du tout ce que j'ai mis dans la bande dessinée. J'ai gardé le côté sculpteur, mais cette fois-ci c'est un sculpteur sur papier. C'est lui qui est l'architecte à l'origine de la ville de papier. Et c'est lui qui est un peu le producteur, le manager, l'éditeur des artistes, donc qui sont des acteurs et des danseurs, danseuses, dont Calliope, donc qui est une muse, enfin qui incarne le rôle d'une muse. Et donc il a un peu, j'ai envie de dire, pouvoir de vie ou de mort sur la carrière de ces gens-là, parce que c'est lui qui les embauche, c'est lui qui les paye, et c'est lui qui décide qui danse et comment. Et donc, il a cette troupe de muses, donc qui sont des femmes que Solène a très bien représentées, avec des corps très variés, où elles sont grosses, elles ont des vergetures, elles sont grandes, elles sont petites, elles ont des cheveux qui sont pas lisses, mais qui sont frisés, crépus, tressés, et qui représentent en fait l'art humain, l'art normal, avec ses faiblesses, avec sa sensibilité. Et en fait, Pygmalion décide de remplacer ces muses par une danseuse en papier, donc Galatée, qui est sa sculpture, qu'on a représentée volontairement toute blanche, parce que ça fait un peu écho aussi à ce marbre de la sculpture mythologique. Et elle est parfaite, et alors contrairement aux muses qui sont imparfaites et toutes différentes, Galatée, elle a des mensurations impeccables, elle a la taille fine, elle a une poitrine juste la taille qu'il faut, elle est grande, elle a les cheveux longs, lisses, qui sont représentés par des rubans, bref, c'est la femme idéale, comme celle du mythe d'origine. Et donc, l'objectif de Pygmalion est de remplacer les muses par cette création. Et là, on retrouve un peu la problématique de l'IA aujourd'hui, avec l'art humain qui est un art faillible, qui demande du travail, et qui a un cachet, une personnalité très forte, et qui menace d'être remplacé par l'intelligence artificielle, qui va très vite à produire, qui est parfaitement obéissante, que n'importe qui peut manipuler, et qui menace de supplanter les artistes. Et donc voilà, on a cette concurrence déloyale qui arrive dans le champ des artistes, et donc de Calliope. Et Calliope va se retrouver à se battre pour son travail. Je vais pas dire qu'elle se syndicalise, mais presque. Où elle décide avec ses collègues muses d'entrer en grève, de se rebeller contre ce système, ce producteur injuste qui veut les remplacer. Et t'as pas choisi de les faire gagner. Finalement, c'est Galatée qui est choisi. Il y a tout ce discours entre Calliope et Pygmalion sur qu'est-ce que ça signifie le progrès par rapport à la création. C'est vrai que dans ta version, elles ont beau faire grève, la technique, le progrès simplement technique et froid l'emporte. Oui, parce que déjà c'est une tragédie, donc autant être tragique jusqu'au bout. Mais non, je pense que c'est une issue réaliste où elles auront beau se rebeller, en fait, si la technique avance, elles perdent le combat. Et en même temps, c'est pas tout à fait une défaite, parce que Calliope prend conscience de l'aliénation dans laquelle elle se trouvait. Il y a un moment où elle est en train de s'entraîner à danser, où elle est un peu désespérée parce que elle est trop grosse, son corps est soumis à une certaine obsolescence, au vieillissement.
Et en fait, elle a son compagnon qui est un personnage masculin très positif, très soutenant, très chouette, qui lui dit mais tu es parfaite comme tu es, arrête. Et elle lui dit mais ça ton regard ne compte pas en fait, celui qui compte c'est celui de Pygmalion, c'est celui du public. Donc elle est vraiment dans une aliénation où elle a soumis son corps au regard de la société et elle obéit à la société. Et à la fin, quand elle perd son job de muse, en fait, elle le perd pas, elle démissionne parce qu'elle dit, mais en fait, c'est ça que vous vouliez, c'est ce truc complètement artificiel, sans personnalité, vous avez rien compris, et elle s'en va. Et à la toute fin, on la voit en train de donner des cours de danse à des petites filles en plein dans la ville, avec un public qui est constitué de locaux, de gens de la ville, qui sont pas des voyageurs qu'on arnaque, mais juste des gens, voilà, les gens d'à côté. Et on est dans une scène qui est très joyeuse, avec de la musique, avec de la danse, un public très cosmopolite. Et en fait, c'est quand même une fin heureuse pour moi que cette artiste qui a réussi à se réapproprier son art, en faire quelque chose qui a du sens pour elle, plutôt que de rester aux ordres d'un système qui l'exploite et qui ne lui donne pas de reconnaissance. Pression de la société sur le corps des femmes, statut des artistes. T'as aussi abordé pas mal... avec toute cette histoire de la fausse ville et des pèlerins, pour moi un peu plutôt des problématiques d'inégalité, avec ces riches touristes funéraires versus les pauvres habitants qui se cachent de l'autre côté de la ville, voire même du surtourisme, d'un tourisme mortuaire. Mais moi je pensais vraiment à ça, c'est vraiment les riches qui viennent visiter le désert et les pauvres qui se cachent de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'as toute cette problématique, voilà, de cette ville. Est-ce que c'est aussi des enjeux que t'as, voilà, consciemment choisi de tresser à tout ça? Bah écoute, je les découvre maintenant que tu les formules. Non, je sais pas, en fait, il y a plein de... Je pense que c'est un livre qui est très dense et on peut l'interpréter de plein de façons différentes. C'est pas quelque chose que je souhaitais dénoncer. Pour moi, c'était vraiment plus une mécanique de dire, ben, c'est une arnaque. Il y a un propos un peu sur la religion ou sur les croyances, où est-ce que les dieux n'existent pas. En fait, on se sert de la religion pour arnaquer les gens, pour leur soutirer de la richesse, parce qu'ils sont crédules et parce que ils sont dans une forme de désespoir, où c'est avoir une bonne place dans l'au-delà, c'est quelque chose qui est important, une question de statut, surtout que ce sont les riches qui viennent payer, donc en gros on veut reproduire dans la mort un système hiérarchique qui était déjà le cas dans la vie, et en fait c'est du bidon. C'est du bidon parce que c'est pas du tout... Alors on connaît pas les critères du vrai dieu Hadès, mais en tout cas il prend pas d'argent, il y a pas de pourboire, il y a pas de passe-droit et de dessous de table. Donc on est plus voilà dans un système religieux, où c'est une sorte de temple, d'église, de système en tout cas, qui arnaque les croyants. Alors qu'en réalité, bon, il se trouve que le dieu Hadès existe et on peut l'interpréter soit comme une métaphore de la mort, ou bien on peut le voir aussi comme une réelle existence d'une divinité. Mais en tout cas, il est pas du tout comme ça, il en a rien à foutre. C'est plus un processus naturel, enfin pour moi en tout cas, c'est plus un processus naturel qui est incarné par ce personnage que vraiment une divinité au sens où on peut l'entendre de façon moderne. Toi, ton mythe, ta réécriture du mythe n'est pas placée en Grèce, mais placée dans une sorte de désert, où on a donc cette cité de papier, qui est une cité qui attire les pèlerins. Quel est un peu ce décor que tu as construit pour Eurydice et Orphée? Alors je dirais un décor qu'on a construit, parce que pour le coup c'est vraiment une collab. Oui, j'avais eu cette idée de cité de papier pour le côté artificiel, en fait de me dire, comme Galatée, la danseuse en papier qui est factice, bah la cité est factice aussi. C'est un peu, la maison est en carton, les escaliers sont en papier et puis de cacahuètes. Tout est du toc et ça a à la fois beaucoup de splendeur, et les dessins de Solène retranscrivent ça à merveille parce que elle nous a fait des volumes architecturaux qui sont fabuleux, des formes, voilà, on a des tourelles, etc. Et en fait tout est creux, tout est vide. On voit aussi à un moment dans un couloir, on a une marionnette d'éléphant en papier qui est absolument sublime. Qui forme un peu toute une ménagerie, on voit des oiseaux, des étoiles, enfin c'est quelque chose qui est très très beau, et en fait c'est tout du bidon. Et ça va dans le sens justement de ce système artistique, religieux, politique, architectural, qui fait semblant d'être divin pour s'approprier la richesse des pèlerins, et qui en réalité est une pure création d'un architecte qui tient plus du producteur que du bienfaiteur. Dans les décors, dans les costumes, dans l'architecture, t'as également décidé, ou vous avez décidé avec Solène de mêler différentes références culturelles. Tu parlais du Japon pour les tenues d'Eurydice, plutôt de l'Afrique du Nord pour les tenues d'Orphée.
Pourquoi est-ce que tu as choisi d'en faire un mythe multiculturel, transculturel, de mélanger toutes ces influences plutôt que d'être dans la blancheur de la Grèce antique? Alors pour le coup, je pense que là je vais donner tout le crédit à Solène et je vais même avoir un peu du mal à en parler parce que elle a une culture très solide qui est très impressionnante. Qui d'autre que Solène, quand on lui dit asiatique, elle dit Kazakhstan. Personne ne connaît le Kazakhstan, absolument personne. Et elle a vu des films, des références. Bref, quand elle me montre ses tableaux Pinterest, ses recherches et tout, je suis là. Oh, mais comment tu sais ça? Quand on discutait des fois de tel ou tel, les enfers qui serait un jardin de nuit. Elle me disait, je vois bien comme telle illustration. Attends, je la retrouve. Et je sais pas comment sont rangées ces archives. Mais c'est incroyable parce qu'elle me sort une image et je me dis, mais oui, c'est génial, quelle bonne idée. Donc je lui rends tout le crédit là-dessus. Moi, j'avais vraiment voulu une histoire universelle, qui se déroule pas en Grèce antique, mais pas non plus ailleurs. Pour moi, c'était une histoire, un conte sur lequel on pourrait projeter ce qu'on voudrait. J'avais dit une cité troglodyte en papier dans le désert, et ça aurait pu être n'importe quoi. Et c'est vraiment Solène qui est venue l'enrichir de son imaginaire et qui a dit ok, moi ce truc universel je vais le représenter de cette façon-là. Si c'est troglodyte, alors ça va s'inspirer des architectures d'Afrique du Nord. Et donc, puisque ça s'inspire de l'Afrique du Nord, on va reprendre aussi d'autres aspects de leur culture, comme les vêtements, comme tous les caractéristiques ethniques, qui fait que les personnages sont des personnages plutôt noirs et métis. Alors que dans ma tête, ils étaient blancs parce que par défaut, je m'étais dit c'est blanc. Parce qu'il y a un biais raciste de base qu'on a tous de dire que par défaut, ça va être blanc. Et en fait, il n'y a pas de raison que par défaut, ce soit blanc. Et d'ailleurs, il n'y a pas de personnes blanches dans Eurydice. Mais c'est pas une volonté de diversité. C'est vraiment, elle s'est dit, vu qu'on est sur des architectures d'Afrique du Nord, on va avoir des personnes au physique qui correspond, et vu que Eurydice c'est une étrangère qui vient d'une autre culture où on veut des bijoux, du tissu, on va aller voir du côté du Kazakhstan où il y a vraiment ces costumes qui sont fabuleux et qui en même temps vont emprunter, je crois que c'est en Corée où parce qu'à un moment on la voit en sous-vêtements parce qu'elle se débarrasse de sa robe funéraire et elle se retrouve en sous-vêtements dans le désert, et donc là pour les sous-vêtements on a quelque chose qui est inspiré de la Corée parce que ça faisait sens par rapport à ce qu'on voulait représenter. Donc voilà, c'est vraiment l'imaginaire de Solène qui est extrêmement riche, et moi je ne fais que bénéficier de tout ça parce que moi je lui ai livré une feuille de papier blanche en disant cité de papier dans le désert. Et elle a dit ouais ok, on va la faire comme ça. Oui, alors justement peut-être qu'on peut aussi parler du processus de création. Donc tu as fait l'écriture, tu as choisi pour cet ouvrage de ne pas faire le dessin alors que ça t'est arrivé dans d'autres œuvres de faire le dessin aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette fois-ci de travailler avec un artiste ou avec une artiste et pas de dessiner toi-même? C'est ce que je racontais tout à l'heure, j'ai essayé. On m'a dit non. Et je pense que c'était pas une mauvaise chose parce que je voyais cette histoire dans ma tête avec des ambiances, avec des décors grandioses, de la lumière. En fait, j'en avais une vision très cinématographique. Et c'est pas ce que je suis capable de dessiner. Moi, à la base, je suis une scénariste, je suis pas une dessinatrice. J'ai appris à dessiner parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse si je voulais faire de la BD. Mais j'ai un style qui est très minimaliste, qui est très expressif, où on est sur des personnages qui vont avoir des grands yeux, des grandes bouches, qui vont gigoter partout, sur quelque chose qui se prête pas à ce genre d'ambiance, qui est une ambiance plus sérieuse. Sur les décors, moi j'étais complètement larguée, parce que une cité de papier au milieu du désert, non. Excusez-moi, mais non. Et en fait, et c'est pour ça aussi que ma proposition n'a pas convaincu les éditeurs et le CNL, c'est que clairement je n'avais pas le style adapté. Et je pense qu'il faut réfléchir le style en fonction de l'histoire. Et moi, mon style me cantonne un peu à tout ce qui s'ancre dans le réel. Je travaille beaucoup quand je fais des dessins avec Google Street View, par exemple, où je décalque affreusement, sans honte, des décors parce que je veux que ça s'ancre dans un réel. Ici, on peut rien décalquer parce que tout est à inventer. Et donc, avoir quelqu'un qui a une imagination visuelle, c'est quand même un gros atout. Donc voilà. Donc de toute façon, j'avais déjà commencé avec ce jeune dessinateur il y a très très longtemps. J'avais déjà remis cette histoire dans les mains de quelqu'un d'autre, donc c'était pas un déchirement. Pour moi, je me séparais de rien. Au contraire, c'est un agrandissement. C'est des possibilités qui s'ouvrent de dire, avec mon imaginaire littéraire, mon imaginaire narratif, je vais pouvoir y ajouter l'imaginaire visuel, l'imaginaire culturel d'une autre personne. Et en fait, c'est une extension des possibilités qui est absolument fabuleuse.
Et la collaboration était très très chouette. Donc Solène, j'en parlais tout à l'heure, elle vient de l'illustration. Elle avait jamais fait de bande dessinée. C'est une grande lectrice de BD, mais pas une faiseuse de BD. Donc tout ce qui est composition des images, lumière, ambiance, recherche, elle est très très forte. Par contre, elle avait pas du tout le langage narratif, la composition d'une planche, l'ordre de lecture, la dimension des cases, etc. Et en fait, ça m'allait parfaitement parce que ça m'a permis, moi, de faire le storyboard que j'ai l'habitude de faire sur mes BD en solo et qui me permet de poser ma pensée. J'ai besoin, pour pas écrire des textes interminables, des dialogues à rallonge, de savoir la place que ça va occuper dans les cases. J'ai besoin, pour fixer mes plans, de savoir comment ça va s'organiser sur la page, quel champ contre champ, quelle place ça va prendre. Donc en fait, je lui livrais des storyboards qui étaient finis, avec des bonhommes patates. Le but n'est pas de dessiner bien, mais de positionner les personnages, de dire où vont se situer les bulles, dans quel sens va aller le regard du lecteur. Et elle a pris ça, et pour le coup, elle a vraiment beaucoup respecté, et en même temps, elle l'a amené dans une direction qui était vraiment la sienne, ce qui fait que c'est vraiment une BD qui me ressemble à 100%, elle a fait exactement ce que je voulais, et en même temps, je pense que c'est une BD qui lui ressemble à 100%, et qu'elle a fait exactement ce qu'elle voulait. Donc c'est parfait. C'est absolument parfait. Pour finir, en revenant un peu sur Eurydice, est-ce que tu qualifies votre ouvrage de réécriture ? Est-ce que c'est une réécriture, une réinterprétation d'un mythe ? On en parle beaucoup en roman, c'est vrai qu'en BD, parfois, on n'a pas toujours ce terme. Ou est-ce que c'est une autre histoire et elle fait des clins d'œil à la mythologie ? Alors, d'un point de vue marketing, je dis que c'est une réécriture. En tout cas, c'est l'argumentaire officiel de Delcourt, parce qu'effectivement, c'est par ce biais-là que les gens vont l'aborder. D'ailleurs, à la fin, on a mis un petit encart avec le mythe d'origine, pour ceux qui l'auraient pas en tête, qui puissent un peu voir les parallèles. Après, moi, dans ma démarche, c'est pas une réécriture, c'est une création qui rend hommage à ce mythe et à d'autres, et qui se prive pas de mélanger les choses au gré des besoins narratifs, de mes envies. Donc voilà, pour moi, on est sur une vraie création. Est-ce que donc Eurydice a quand même été adaptée, elle est à la fois abordée dans des sources antiques, mais a été adaptée au ciné, à l'opéra, dans des tableaux, dans des romans. Est-ce que toi, tu as rencontré Eurydice dans d'autres œuvres culturelles, et est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont intéressée ? Alors oui, c'est le moment de faire ma fangirl, mais il y a une comédie musicale anglophone qui s'appelle Hadestown, qui est donc une réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, et qui est absolument fabuleuse, tant au niveau des chansons que de la mise en scène, que l'histoire qui est racontée, qui est très différente. Je l'ai beaucoup écoutée en boucle pendant que je travaillais là-dessus. J'ai eu la chance d'aller la voir à Londres, ce qui a été un grand moment, c'était très très chouette. Et donc on est dans un monde un peu industriel, où les gens ont faim, les gens ont froid, et Eurydice, qui est une jeune fille, une jeune étrangère aussi d'ailleurs, qui arrive dans la ville où vit Orphée. Eurydice accepte le deal avec Hadès de mourir pour avoir chaud et pour ne plus avoir faim. Et donc Orphée va la chercher dans les enfers, et il se retourne parce qu'il l'entend plus derrière lui, comme dans le mythe d'origine. Mais on est dans quelque chose de très industriel, avec ce Hadès qui est un peu le roi d'un royaume où il construit un grand mur pour se protéger des étrangers, parce que les étrangers sont pauvres et qu'ils veulent nos richesses, ils veulent venir chez nous. On a cet Orphée aussi qui est très idéaliste, qui chante merveilleusement et qui est prêt à tout. Pour le coup, Eurydice est amoureuse de lui. Il y a aussi une très très belle scène où il tombe amoureux, et bref. C'est magnifique, voilà, j'ai pas les mots, mais c'est une super comédie musicale. Je pense à écouter déjà sans modération, et à voir pour ceux qui veulent aller la voir, parce que la mise en scène est fabuleuse, fabuleuse. Voilà, Hadestown. On note. Qui est Eurydice pour toi ? Est-ce que faire ce travail, ça a modifié le personnage que t'avais en tête ? Est-ce qu'elle continue de vivre dans un coin de ta tête, et sous quelle forme ? Eurydice, c'est moi. Et c'est la seule, parce que je pense que 99% des gens, en particulier des femmes qui lisent la BD, disent « Mon personnage préféré, c'est Calliope, parce qu'elle se bat pour son travail, parce que c'est une femme forte, parce que c'est la seule aussi qui a une issue positive. » Alors que moi, je suis toujours follement éprise de cette Eurydice tragique aux cheveux très très longs et à la peau pâle, cadavérique. Voilà, je sais pas, ça, il y a quelque chose qui résonne chez moi, et je pense que la projection que je faisais ado quelque part existe toujours,
Et même si j'ai beaucoup changé depuis et que j'ai plus du tout cette identification que je pouvais avoir à 17 ans, mais il en reste une grande tendresse pour ce personnage que j'ai choyé, je l'ai amené jusqu'au bout et j'ai même donné son nom à la bande dessinée, alors qu'elle s'est longtemps appelée Orphée, parce que, pareil, par défaut, c'est Orphée, parce que c'est le mythe d'Orphée. En fait, je suis très contente de l'avoir mise en avant et de l'avoir libérée un peu de tout ce carcan patriarcal du mythe. Donc voilà, Eurydice, c'est cette petite part de moi, adolescente, tragique, qui avait besoin qu'on la laisse libre, y compris libre de mourir, plutôt que de subir les choix qu'on lui impose. Eh bien, merci beaucoup, Lou, d'être venue sur le podcast. Eh bien, merci pour cette séance de psychanalyse. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames, dans le podcast comme dans la vraie vie, que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.